On écoute maintenant Laurent Paillard pour parler d'éducation, de la revue des Indignés. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je vais vous parler un peu des communs de la culture et donc à travers les communs de la culture, bien sûr, de l'éducation. Donc je vais essayer de faire un petit contrepoint pour reprendre certains points qui ont été abordés aujourd'hui et qui sont assez importants. Alors, donc bien évidemment, la gratuité n'est pas une fin en soi. Puisqu'elle est un moyen, ça a été souligné à maintes reprises, de développer l'esprit de coopération, les biens communs, en gros tout ce qui permet de limiter ou de repousser la sphère marchande, à défaut d'être plus gourmand et d'aller jusqu'à l'expropriation du capital, mais on peut aller jusque-là. Et donc, je vais vous parler de communs culturels parce que c'est un lieu de tension entre les aspirations à la gratuité et le marché, et c'est très souvent quelque chose qui se construit comme une zone grise. Et finalement, je vais partir de quelque chose dont vous avez tous entendu parler, de Garrett Hardin, la tragédie des communs. Et curieusement, donc c'est pas simplement un goût de la provocation, je vais souscrire à son propos, hein, c'est-à-dire que les communs gratuits, libres d'accès, lorsqu'ils sont construits dans une logique concurrentielle, aboutissent effectivement, on peut donner crédit à Garrett Hardin de cette conclusion, à l'épuisement de ces communs. Et donc, si on veut démarchandiser les communs, il faut les reconstruire. Alors, c'est un peu ce qu'avait essayé de montrer Ostrom dans son livre sur les communs, qui a eu le prix Nobel d'économie, donc bien qu'elle reste dans le cadre complet du capitalisme, montrer que le commun n'avait de sens que dans la coopération. Alors, en ce qui concerne la culture, une des conditions de la culture, qu'elle soit théorique ou technique, donc j'aime pas, pour éviter la fausse opposition entre intellectuel et manuel, qui à mon avis est une vue de l'esprit, acquérir une culture demande de l'attention. Et un des problèmes de la marchandisation de notre société, c'est la privatisation et la marchandisation de notre attention. Et finalement, je reprendrai une proposition qui, à mon avis, vous allez saisir au bon, dont j'ai eu l'idée, je ne sais pas si j'en ai eu l'idée, enfin, qui a été suggérée par Crawford, c'est l'auteur de l'éloge, un philosophe américain, auteur de l'éloge du carburateur, et donc il vient de sortir un livre, dont un livre vient de sortir en français qui s'appelle Contact, et finalement il demande à une gratuité de l'attention. Hein, et donc, ce n'est pas seulement un problème de smartphone et d'Internet. Il remarque que les technologies de l'attention sont indissociables du développement du capitalisme et de la sphère marchande. C'est les publicités qu'il y a au dos de vos tickets de caisse, c'est le petit écran qu'il y a derrière à la boulangerie, ce sont les affiches qu'il y a en périphérie des grandes villes, etc., etc., où on ne peut plus rien faire sans que notre attention soit captée. Et donc, cette réflexion sur la culture va permettre de revenir peut-être aux sources de ce qui a inspiré les questions de gratuité, c'est-à-dire l'articulation qu'il y a entre la constitution des individus comme clients et une certaine forme d'exploitation du travailleur quand on le réduit à des prestataires de services. Alors, sur Internet, donc je vous en parle rapidement, j'essaierai de parler plus longuement d'éducation, mais ça va être dur. Il y a de la gratuité. Il y a déjà beaucoup de gens qui mettent en ligne des ressources gratuitement, mais cette gratuité est financée par le marché, par un double marché qui est la publicité, hein, les petites fenêtres pop-up qui s'allument, les petites vignettes dans les coins des sites, etc., etc. Et donc, en fait, ça oblige les créateurs sur Internet à avoir un comportement de marchand, puisque pour monétiser leur production, ils doivent faire des choses qui se conforment
à l'attente du public. Et donc ça, c'est absolument incompatible avec l'idée de créer, d'être attentif à ce qu'on fait et d'être complètement dans ce qu'on fait. Et donc c'est pour ça que dans la gratuité intellectuelle, j'avais proposé, sans originalité, puis j'avais un peu volé l'idée à Gabriel Amar, mais comme Internet est un réseau, ça peut fonctionner un peu comme l'eau, une gratuité de l'accès à Internet, des premiers octets de bande passante, et un renchérissement du mésusage de façon à limiter notre utilisation d'Internet aussi, parce que c'est écologiquement assez catastrophique d'utiliser des millions des bandes passantes trop importantes. Alors, concernant l'école, maintenant, donc je ne suis pas nostalgique de l'école telle qu'elle était avant, ou je ne sais pas d'ailleurs comment elle était avant, mais je voudrais vous parler rapidement des réformes qui sont mises en place. Donc, ça a commencé avec Allègre, mais il y a eu une grosse rafale avec, on va dire, Châtel, Belkacem et Blanquester. Oui, je l'appelle Blanquester, c'est son petit nom. Qui consiste à constituer les élèves comme des clients, à leur voler leur temps d'attention à l'école et corrélativement à constituer les enseignants comme des prestataires de services. Alors ça a été donc... alors on va commencer avec Châtel si je m'y retrouve. Donc du côté des enseignants, alors, je vais vous parler du lycée parce que j'y enseigne et je connais assez bien le problème. Et parce que je pense que c'est vraiment le lieu, disons, charnière de la marchandisation de l'école. Le collège est encore protégé par le collège unique, qui a des problèmes de fonctionnement, mais qui assure une égalité au moins formelle d'accès. Alors que le lycée, il est à la charnière de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, qui lui est déjà très fortement... on subit une très forte pression du marché. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que cette chose-là a lieu dans une institution où c'est gratuit. Et donc, c'est pas suffisant que ce soit gratuit. Il faudrait en plus que ce soit gratuit de façon à favoriser la coopération, l'autonomie et un accès réel à la culture. Alors, pour les professeurs, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a fait des horaires flottantes où on a mis les matières en concurrence les unes avec les autres. Donc être personnalisé, ça veut dire que ce sont des heures qui ne reviennent à aucune matière. Il faut que les profs dans les établissements se battent, se fassent concurrence, se fassent des croche-pattes, etc. pour avoir les heures, pour pas que leur poste saute. Donc on a eu aussi les heures de dédoublement qui ont fonctionné comme ça. Alors, sous le gouvernement Hollande, ce qui s'est passé... alors, l'introduction de primes aussi, qui est une catastrophe, puisque ça détruit l'intérêt commun. Sous le gouvernement Hollande, on a eu... attendez, j'ai un petit trou de mémoire. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah oui, on a eu... Bon, j'ai oublié. Donc, sous Blanquer, ça me reviendra tout. Sous Blanquer, donc, on a, avec la réforme du lycée, donc la suppression des séries et le remplacement des spécialités et leur remplacement par les spécialités, cette logique de concurrence entre disciplines qui est absolument généralisée, puisque chaque discipline, chaque professeur doit lutter pour garder ses heures dans un contexte où on dit qu'il va y avoir des postes supprimés, à peu près 2-3 postes par lycée moyen, si vous voulez. Et donc, ça explique pourquoi il n'y a eu aucune mobilisation, à mon avis, dans les lycées, ou très peu, et que les syndicats ont été assez impuissants face à ça, parce que les professeurs étaient déjà à compter leurs heures, et à quelle matière à quel collègue ils pourraient piquer des heures pour pouvoir survivre, si vous voulez. Et on ne peut pas finalement leur en vouloir. Alors, du côté des élèves, sous le gouvernement Hollande, il y avait un système de double notation des professeurs qui conditionnait leur carrière, l'inspection et les chefs d'établissement, et ça a été quasiment tout ramené sous la coupe des chefs d'établissement qui aujourd'hui sont des managers et sont quasiment pas des fonctionnaires dans l'esprit de ce que doit être un fonctionnaire. Alors, du côté des élèves, il y a tout ce discours sur l'individualisation, la personnalisation des parcours, etc., etc., avec quelque chose qui, à mon avis, est très grave, c'est que derrière ça,
c'est la question de l'orientation qui est posée. C'est-à-dire qu'il y a une raréfaction de l'offre dans le supérieur, un renchérissement de l'offre dans le supérieur, et finalement, on monnaie le temps d'attention des élèves contre la possibilité qu'ils auront d'accéder au supérieur. Les procédures d'orientation sont terminées à partir du mois de mars. À partir du mois de mars, les élèves en terminale, par exemple, travaillent beaucoup moins qu'avant, parce que le bac, c'est moins important que l'orientation qu'ils vont avoir. Et donc, les élèves, on pousse les jeunes à ne plus, je vais terminer par là, on pousse les élèves à ne plus s'intéresser à ce qu'ils font, à ne plus faire de la littérature, de la philo, etc., mais à acheter des possibilités supplémentaires d'orientation. Et c'est le deal. Donc, sur Internet, c'est la publicité. Dans le secondaire, maintenant, c'est l'achat de possibilités d'orientation. Et j'ai jamais été un fan de la pratique de la notation, mais là, noter, ça n'est plus évaluer un travail, essayer d'indiquer aux élèves pourquoi ça va pas. C'est sanctionner, c'est poser une sanction sur l'avenir des élèves. Et quand on a un petit peu de conscience professionnelle, c'est devenu absolument impossible de noter des élèves, parce que c'est pas le travail qu'on note. On dit si l'élève va avoir le droit de poursuivre ou non dans telle ou dans cette voie, et ça, c'est quelque chose d'absolument contraire à l'esprit du service public, à la gratuité de la culture et à tout ce que nous défendons malgré de nombreuses différences que nous avons entre nous ici. Voilà, donc je vais terminer là puisque je crois que j'ai un peu dépassé mon temps de parole et je vous remercie. Merci beaucoup.